Voilà. Donc, comme je disais, là, en cliquant sur le petit, c'est ça qu'on retrouve et c'est beaucoup plus facile. Comme je disais tout à l'heure, la priorité des phonèmes, ça se concentre sur l'audibilité maximale de tous les détails du signal de la parole. Ça s'ajuste au gain plus rapidement pour améliorer la qualité précise. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment par rapport à la parole, alors que l'autre, l'enveloppe priority, c'est contenu pour soutenir les clients qui se fient aux informations de l'enveloppe de la parole. Donc, cette stratégie applique moins d'altérations à l'amplification, préserve les informations de l'enveloppe. Il faut toujours voir, quand on parle d'enveloppe ou de phonème, je ne sais pas si vous vous rappelez à la dernière session, quand on parlait des réducteurs de bruit, la prothèse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de reconnaître ce qui est statique dans le temps, qui représente plus le bruit, puis ce qui est impulsionnel, qui étant de la parole. Donc, pensez toujours à cette enveloppe-là, c'est-à-dire cette situation sonore-là qui est plus globale, donc qui contient et le bruit et la parole. Et chez Bernafon, ces deux spécificités qu'il nous donne. Au niveau de Dynamic Amplification Control, c'est là qu'on va voir la préférence pour la parole dans un environnement bruyant ou le confort dans un environnement bruyant. C'est là qu'on va choisir de façon un peu plus spécifique ce qu'on est capable de faire avec la prothèse. Donc, si on y va, et si on y va... Oui, Naïma? Est-ce que, si j'ai bien compris, l'enveloppe priority, on peut pas le... Enfin, c'est soit on active l'enveloppe ou soit on active le phonème, c'est ça? Oui, exact. C'est une ou l'autre. Tu vois, si là, présentement, c'est le phonème priority qui est en fonction. Si on fait sur enveloppe, c'est là qu'on va choisir. En fin de compte, c'est de déterminer comment la prothèse va fonctionner par rapport à la parole. Donc, ça va dépendre des patients et c'est là qu'on va choisir. D'habitude, le logiciel va choisir toujours le phonème parce qu'il veut mettre un accent sur la priorité de la parole. Et par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait, je ne pourrais pas savoir, je ne pourrais pas vous dire pourquoi je choisirais de façon plus spécifique l'enveloppe. Tu sais, on veut focuser vraiment sur la parole et avoir une meilleure efficacité au niveau de la parole. Donc, c'est sûr que c'est. Moi, j'aurais tendance à y aller beaucoup plus vers ça. Mais ça, c'est le logiciel qui décide. Et aussitôt qu'on change, configurer pour rendre la parole dans les environnements le confort. Donc, si on change, il nous donne-tu la même réponse? C'est insignifiant. Oui, question, Patrice. Oui, vas-y, Nicolas. Tu sais, quand on parle justement d'y aller soit avec le confort ou d'y aller avec une meilleure compréhension de la parole, quand on y va avec le confort, en tout cas, juste pour savoir si je comprends bien, là, on diminue tout le gain de toutes les fréquences? Non, on ne diminue pas le gain de toutes les fréquences, c'est qu'on rend l'environnement sonore un peu plus confortable, ce qui va faire qu'on va avoir tous les indices sonores, mais également le bruit présent. On ne diminue pas le gain, on va diminuer surtout on va diminuer de façon égale le bruit qui va être autour pour rendre ça plus confortable. Je vais te donner un exemple très simple. On est dans un environnement où il n'y a pas de parole, par exemple. Donc, on prend une marche. Ben là, présentement, il n'y a pas tant de bruit dans les rues, là, mais exemple, on prend une marche dans une situation normale où il y a beaucoup plus de bruit. La prothèse auditive, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rendre l'environnement plus confortable pour qu'on soit moins dérangé. Évidemment, quand il y a de la parole présente à l'intérieur, ce que ça fait, c'est que ça nous rend l'environnement sonore présent tout autant, mais ça demeure un environnement qui est confortable. Donc, alors que quand on va de l'autre côté, au niveau du phonème, c'est que là, on va se concentrer sur la parole. Donc, ça se peut qu'on ait, je ne dirais pas du bruit qui est dérangeant, mais peut-être un peu plus. Il y a des gens qui vont vouloir un son qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus net. Donc, quand on fait le questionnaire chez Oticon, par exemple, donc c'est là qu'on va aller chercher le phonème. L'enveloppe, c'est pour des gens qui ne changent pas d'environnement sonore très, très souvent. C'est des gens qui sont plutôt peinards à la maison plus souvent, nos gens qui sont en CHSLD présentement, mais des gens qui n'ont pas tendance à se promener et d'avoir des environnements sonores qui sont très variables. Donc, on va avoir tendance à utiliser l'enveloppe priority pour que ça soit confortable dans toutes les situations sonores. Ça ne baisse pas le gain en soi de façon spécifique, mais ça le réduit un peu, mais à toutes les fréquences et à tous les niveaux pour le rendre plus confortable. Donc, on va avoir, par exemple, un gestionnaire de bruit qui va être plus actif. Donc, qui va nous permettre d'avoir moins de bruit qui vont ressortir de la masse. Par exemple, si un enfant crie sur le coin de la rue, si une voiture passe, si quelqu'un klaxonne, ça ne sera pas, comment je peux dire ça, ça ne sera pas d'une façon très dérangeante. La personne va le percevoir, mais beaucoup moins fortement que si on était à ce niveau-ci, au niveau du phonème priority. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nicolas. Oui, parfait, merci. Bienvenue, Naïma.
Quand tu dis justement qu'il n'entend plus les sons, c'est quand quelqu'un lui parle ou vraiment quand il est dans la rue, que personne lui parle, où il y a plein de bruit, là, ça sera quand même réduit? Oui, c'est quand il n'y a pas de parole. D'accord. Quand la personne lui parle, il va avoir quand même un rapport signal sur bruit qui va être plus positif pour la parole, mais ça va être moins tranché qu'au niveau du phonème priority. Et par exemple, pour justement pour les patients qui préfèrent plus tout entendre, est-ce que ce serait plus les patients qui ont eu des pertes subites et qui ont comme le souvenir de leur audition d'avant et qui préfèrent justement entendre tous les petits Peut-être, mais sons pas qui sortent? nécessairement. Peut-être. Ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui veulent que ça soit extrêmement précis, peu importe le type de perte qu'ils ont, alors que d'autres, ils veulent que ça soit tranquille, peinard, ne veulent pas que ça soit trop dérangeant parce que c'est leur façon d'être, c'est leur façon de fonctionner. C'est vraiment, mais ça, c'est vraiment au contrôle post-prothétique où là, les gens vont déterminer, pas déterminer, mais te dire leurs attentes de façon spécifique. Parce qu'au départ, ce n'est pas quelque chose qu'on va ajuster, c'est le logiciel qui va le déterminer. Donc, au fur et à mesure qu'on va voir le patient, c'est là qu'il va nous dire, d'habitude, le logiciel choisit relativement bien par rapport à la méthode prescriptive, mais par rapport à la perte aussi. Ça va avoir une influence à ce niveau-là. C'est surtout, puis c'est qu'on peut changer de façon plus spécifique à cet endroit-là. Donc, si on va dans les programmes, comme je vous parlais tout à l'heure, comme je vous parlais ce matin, voyez-vous, on a dynamique fort, dynamique moyen, true directionality, directionnel fixe et omni fixe. Omni, on sait ce qu'on sait, directionnalité fixe aussi. La différence entre la true direction, la vraie directionnalité, je vais dire en français, si on clique sur le petit point d'interrogation, il va nous amener, et c'est là qu'il va la directivité fixe, c'est là qu'il va nous amener les différentes explications. Moi, je vous dirais bien honnêtement, la directionnalité, si on regarde chez Bernafon, la directionnalité vraie, là, je fais la mauvaise traduction en français, c'est que c'est extrêmement populaire d'avoir l'effet pavillonnage chez les manufacturiers, donc de recréer l'effet de focalisation du pavillon. Et ils ont tous trouvé un nom pour ça. Chez Unitron, c'était effet pavillonnage, chez d'autres, c'est d'autres noms. Chez Bernafon, ça s'appelle True Directionality. C'est qu'ils veulent essayer de reproduire, peu importe la prothèse auditive que tu as, ils veulent essayer de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'une oreille normale pourrait entendre. Évidemment, dans le programme standard, on n'aura pas tendance à changer la directionnalité. On va plutôt le faire dans des programmes supplémentaires où là, le patient aura des besoins plus particuliers. Par exemple, si je joue au golf, je reviens toujours à mon golf pour le gestionnaire du bruit du vent, mais par exemple, on pourrait créer un programme plus spécifique où là, on aurait une directionnalité un peu plus focusée parce que le type d'activité qu'il a. Exemple, quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, à la Caisse populaire, par exemple, et que ou dans une banque, et il doit toujours focuser vers l'avant parce que le client est toujours devant lui. Donc, il pourrait avoir un programme comme ça, par exemple, qui pourrait être un peu plus intéressant. Je dis ça, mais il peut y avoir un paquet d'autres situations qui fait qu'à la base, on va choisir ce type de directionnalité avant de le changer ou plutôt créer des programmes avec les autres types de directionnalité selon le besoin du patient. Donc, c'était surtout ça. On retrouve la même chose. C'est directionnalité fixe, dynamique moyenne, dynamique phare. C'est que quand on regarde ce qu'eux, comme explication, ce qu'ils nous donnent, c'est que la directionnalité, lorsqu'il est réglé sur phare, le système s'ajuste au profil directionnel le plus étroit possible, moyen, faible. C'est de la directionnalité, mais qui est un peu plus grand. De la directionnalité fixe, on ne peut pas jouer. Il est fixé, c'est un compte spécifique et on ne peut pas changer cette façon de faire. Oui, Myriam? On ne voit pas la page qui s'affiche quand tu pèses sur le point d'interrogation. Oui, parce que je ne la partage pas, grand méchant. Tu as bien raison. Ce sera pas long. Donne-moi une seconde. Ah, t'as peu. Oh, qui c'est qui dessine avec les... Ça, c'est moi. Qui est-ce qui dessine? Ah, il s'est fait prendre. Là, est-ce que vous le voyez, Myriam? Non?
Là, vous devez le voir. Oui, good. Donc, c'est ça. C'est parce qu'il faut que j'arrête, il faut que je reprenne le partage d'écran. Donc, c'est quand on presse, comme je vous disais, c'est là qu'on va voir de façon spécifique. Et c'est là qu'on nous explique la directionnalité. Et quand on prend la directionnalité fixe, comme je disais tout à l'heure, c'est un cône spécifique. Donc là, on ne peut pas jouer. Alors que le Dynamic Noise Management, on peut le choisir en fort, moyen, faible. La True Directionality, c'est la même chose. Ça fournit un réglage des microphones directionnels fixes spécial dans les hautes fréquences pour avoir l'effet de l'oreille externe, donc qui appelle l'effet pavillonnaire, omnifixe, la même chose. C'est un peu l'explication de ce que le logiciel fait, mais ce n'est pas différent de ce que les autres logiciels font. C'est juste qu'ils les appellent différemment. Il ne faut pas s'arrêter plus en longueur par rapport à ça. Je reviens à ceci. Ça ne sera pas long. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme je disais ce matin, les accessoires, c'est ça, c'est là ici au niveau des microphones. Je vous parlais ce matin que lorsqu'on a un accessoire, on peut paramétrer la part des microphones externes par rapport à la source sonore. Donc ici, le niveau du microphone au niveau du téléphone, donc là, il est ajusté à -3. Ça veut dire que les microphones de la prothèse fonctionnent à -3 décibels par rapport à ce qui arrive par le téléphone. Et on peut faire la même chose au niveau du téléphone cellulaire. Donc, on paramètre le son. Oui, Fauzi? Pourquoi tu mets une flèche? Ah, pardon, je pensais que c'était que pour moi. Non, non, c'est pas. Tu le fais pour tout le monde, fais-le sur. On le voit pas. Si vous dessinez sur les écrans, les copains, on voit tout ce qui se passe. Faites attention. Donc, comme je vous parlais du paramétrage ce matin, on peut le faire. À la rigueur, on pourrait mettre les microphones des prothèses plus forts. Je ne verrais pas l'avantage ou de les mettre moins forts, ce qui est plus avantageux. Et on peut aller, tout dépendant des ajustements, on peut aller de -12 à 0, on peut aller de -9 à +9. Ça dépend tout le temps de ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est un peu le même type d'ajustement qu'on va voir avec ces ajustements-là et dans ces différentes particularités-là. Si on va au niveau des réglages, je vous parlais ce matin pour l'attribution des programmes. C'est relativement simple. Je vous ai montré la diapo. On presse sur plus, on va choisir n'importe quel programme et on l'ajoute tout simplement. Et on peut choisir l'ajustement sur lequel on veut se baser. Soit qu'on se base sur le programme qui est déjà présent parce qu'on l'a déjà ajusté, ou revenir simplement à la cible qu'on a choisie selon la méthode prescriptive. Normalement, on va le faire en fonction du programme P1 tout le temps. Pourquoi? Parce que ce qui est plus facile, attendez un petit peu, ce qui est plus facile, parce que, étant donné qu'on a fait nos ajustements sur le programme 1, ben, c'est toujours plus simple. On va recréer la même dynamique d'amplification dans le programme suivant et on peut le faire sur les autres, à moins qu'on décide de changer tous ces ajustements-là et de revenir tout simplement à la cible, ce qui n'est pas fréquent. Je vais être honnête avec vous. C'est relativement, c'est assez rare qu'on va changer carrément la méthode d'amplification ou la méthode prescriptive ou la façon de faire des programmes. On va toujours se baser sur le programme numéro 1 qui va être celui qui est ajusté par rapport aux préférences du patient. C'est surtout cette situation-là qu'on va retrouver. Pour répondre à ta question tout à l'heure, Catherine, lorsqu'on était dans les réglages de la prothèse auditive, tu te posais la question, quand on dit ben, on ajuste 3 décibels sur une fréquence ou on ajuste selon les... Tu vois, chez Bernafon, eux autres, c'est 50, 65, 80. Quand on parle de 55, 65, 75, c'est la même chose. Mais c'est là que quand on dit, bien, on va choisir que les sons forts, on va le faire de cette façon-là pour l'augmenter. Dans ce cas-là, ça augmente de 1, il faudra le faire 3 fois. Mais si on décide de le faire que dans les basses fréquences, on pourrait le faire comme ça, mais à toutes les fréquences. C'est comme ça qu'on va le faire. D'habitude, si vous vous rappelez en laboratoire, ce qu'on avait commencé à faire, c'est de faire les ajustements. Puis là, on faisait les ajustements de façon globale. Puis ensuite de ça, on allait sur la courbe 55, on faisait un peu d'ajustement. Sur la courbe 75, on faisait un peu d'ajustement. On va le voir de façon un peu plus détaillée quand le patient va être en contrôle post-prothétique et il va se plaindre de particularités. C'est là qu'on va choisir si on choisit toute la bande, si on choisit
toutes les fréquences parce que, par exemple, ils trouvent ça trop fort d'emblée, ou si on choisit que certaines zones fréquentielles parce que cette zone-là s'applique au problème que le patient a. Ça va, Catherine? Je sais que c'est un peu plus visuel, là, mais c'est de cette façon-là. Et quand on regarde les ratios de compression, ils sont très pâles. Mais là, parce que je ne les vois pas bien. C'est pas pire, l'ajustement quand même. On est tout en bas de 3. Mais on n'y a pas accès. Il y a peu, sinon pas de fabricants sur lesquels on a accès aux ratios de compression. On les voit. Et la façon de les changer, c'est changer nos courbes ou le gain qu'on va donner entre la parole faible et la parole moyenne, et la parole moyenne et la parole forte. C'est le même principe que chez tous les autres manufacturiers. Donc, ceci chez Bernafon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous montrer de façon spécifique? Bon, comme je vous montrais, les indicateurs, voyez-vous, dans ce cas-ci, on a 3 tonalités particulières. On n'a pas des sons ou chez certains manufacturiers, on peut changer soit une personne qui parle, soit ce soit plus mélodique ou que ça soit plus une sonorité qui est plus une fréquence, un son pur, et on peut en changer également l'intensité, mais ça, on peut faire ça chez chacun des manufacturiers. Ça demeure relativement simple chez les manufacturiers parce qu'il faut éviter d'avoir trop d'indices sonores. Ça mélange souvent le patient, donc il faut faire attention. Mais aussi, il faut garder ça relativement simple dans la mesure où on va montrer au patient, on va dire, moi, ce que j'aime bien, il s'agit de voir chacun, vous allez développer vos propres façons de faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est leur dire, quand la pile est faible, ça vous avertit, donc c'est le temps de changer la pile. Et quand vous changez le volume, ça vous avertit également. Donc, au niveau du changement, volume max, volume minimum, moins. Mais au niveau du changement de volume, ici, ça reste quand même intéressant parce que si le patient a mal pressé sur le bouton de la prothèse ou de l'application sur son téléphone ou de la télécommande, il pense qu'il a augmenté, ça n'a pas augmenté, il n'y a pas de signe visuel. Bien, sur le téléphone, oui, mais s'il y a juste la télécommande ou sur la prothèse, il n'y a pas de signe visuel que le volume a augmenté. Donc, le signal sonore est intéressant pour ça. Maintenant, avec les téléphones intelligents, les applications, au moins c'est visuel, on le sait, parce qu'on l'a augmenté de 2, 3 ou 4, on le sait. Mais quand les patients n'ont pas de téléphone intelligent ou l'utilisation de l'application n'est pas possible, l'indice sonore est intéressant pour ça. Je voulais juste vous montrer aussi dans l'adaptation, c'est pas ici, la prothèse, oui. Je voulais juste vous montrer quelque chose. C'était la méthode prescriptive. Je voulais juste pour essayer de vous donner une explication sur ce qu'était données personnelles, audiogramme. Non, données de l'audition réelle, ça va être beau, c'est pas utile. Je voulais vous montrer quelque chose, mais là, je ne le retrouve pas. Ça va très bien. Données personnelles, ça. Oui, et ça ici. Là, je vais essayer de le partager comme il faut. Myriam, c'est quelque chose, tu me le diras. J'ai juste... Ce ne sera pas long. Ah, là, vous voyez la bonne chose, j'imagine? Oui, c'est bon. Je m'en reviens bon, je vous le dis. Finissez par l'avoir d'ici la fin de la session. Donc, je ne sais pas s'il nous parle des méthodologies. Bien, effectivement, est-ce que vous voyez toujours ce que ça explique? Oui, c'est une méthode. En fait, Bernafit-NL, c'est une méthodologie non linéaire basée sur NAL-NL1 et confort, comme je vous disais. Une méthodologie donc basée sur... OK, je pensais que c'était sur DSL. Celle-là elle est sur Bernafit. Mon Dieu, ils ont une méthode prescriptive basée sur leur méthode prescriptive maison. C'est le fun. Mais on ne les utilise pas. Je ne sais pas pourquoi ils se sont cassés la tête pour les faire, mais je voulais vous montrer comment on peut les retrouver et en trouver l'explication. C'est toujours avec le petit point d'interrogation. Nouveau partage. Voilà. Donc, c'est dans ces comment je peux dire ça, dans cette situation-là d'utiliser
Oui, ça va. Donc, c'est dans cette situation-là qu'on va utiliser le logiciel. C'est relativement simple, je vous dirais, je vais être honnête avec vous, là, il n'y a rien de particulier, puis il n'y a rien de sorcier à l'intérieur de ça. Où on va avoir beaucoup plus de questions, je vous dirais, c'est à partir de la semaine prochaine avec les contrôles post-prothétiques, parce que la semaine prochaine, je vais vous demander, je vais publier le cours d'ici ce soir, puis je vais vous demander en devoir, si vous êtes capable de le faire avant, si vous êtes capable de lire le cours avant, ça serait pratique, c'est que je vais vous demander de vous faire une espèce de questionnaire que vous allez poser aux patients lorsqu'on est en contrôle post-prothétique. On va le voir lorsqu'on va être avec les différentes situations. C'est comme je dirais, des cases à noircir, si on veut. Là. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on voit le patient, quand il pose des questions, OK, ça, il perçoit ça, ça, il perçoit ça, ça, il perçoit tel type de son. Il perçoit la voix faible, il perçoit la voix forte, il perçoit les sons environnementaux. Et de cette façon-là, ça nous permet de diriger beaucoup plus efficacement nos énergies vers les problématiques que le patient a. Au départ, est-ce qu'il perçoit les sons de l'environnement? Oui. Est-ce qu'il perçoit la parole? Oui. Est-ce qu'il perçoit les sons, par exemple, la sonnerie du téléphone? Est-ce qu'il perçoit la sonnette de la porte? Est-ce qu'il perçoit... Bon, on va voir, puis on passe à travers ces étapes-là, puis là, on se retrouve avec où les situations sont problématiques. Parce qu'il faut toujours amener le patient d'une façon à voir positivement la prothèse auditive. C'est que si on focus tout le temps sur ce qui fait défaut, le problème, c'est que certaines personnes peuvent trouver que finalement, j'ai juste des problèmes avec mes prothèses. Ils ne voient jamais le côté positif, alors que 9 fois sur 10, ça va bien, mais on focus juste sur le truc qui fait pas, qui va pas bien. Fait que c'est vrai que dans la vie, on ne règle que des problèmes. C'est d'habitude, quand les patients, ça va bien, ils ne viennent pas nous voir, mais quand ils viennent nous voir, il y a toujours un problème. Mais au début, surtout des patients qui sont récalcitrants, pas récalcitrants, mais qui viennent de reculons, qui ne sont pas hyper motivés pour porter leur prothèse, on leur fait voir, vous entendez bien la sonnerie de la porte, vous entendez bien votre conjoint. La télé, vous l'avez baissée, vous entendez telle chose, ça va bien. Maintenant, qu'est-ce qui est plus difficile? Là, tu as une ou deux choses qui sont plus difficiles. Il y a tellement de choses qui sont positives, fait que ça devient beaucoup plus facile d'orienter notre intervention au niveau du patient que de focusser uniquement sur ce qui fonctionne moins bien. Oui, Nicolas? Ça n'a pas rapport avec ce que tu viens de dire, là, mais c'est plus la page sur la qualité là, pour l'adaptation automatique du gain. Ça, normalement, là, quand on fait les pré-réglages, on devrait toujours le mettre à 100%. On va juste aller toucher à ça en post-prothétique quand le patient va nous dire « Ouais, finalement, je trouve que c'est fort un peu. » Non, à l'ajustement aux sensations qu'on va faire. Okay. C'est-à-dire qu'au départ, ton ajustement aux cibles, effectivement, tu le mets à 100%. Mais si le patient, après l'ajustement aux cibles, il te dit « Ah, c'est trop fort. » Là, tu baisses, par exemple, de 3 décibels. Il te dit « Ah, c'est encore trop fort. » Là, tu vas peut-être avoir tendance à le mettre à 90. Et là, tu vas émettre une adaptation automatique, puis tu vas dire, d'ici un mois ou d'ici 2 semaines, par exemple, je veux revenir à la plage de 100%. C'est là que tu vas le faire. Mais effectivement, au départ, tu vas le mettre à 100% pour faire ton ajustement aux cibles. Et ensuite, à l'ajustement aux sensations, ça se pourrait que tu baisses à 80 ou à 90 ou à 80, par exemple. En contrôle post-prothétique, tu vas toujours lire au niveau du... comment je pourrais dire ça? Tu vas lire beaucoup plus au niveau du data logging. Et si le patient a encore baissé le volume de la prothèse, par exemple, là, tu vas faire des réajustements un peu plus précis selon l'utilisation qu'il va avoir fait. OK. Puis, c'est-tu important de céduler un rendez-vous à la fin? Aussitôt que l'adaptation automatique, mettons, elle se termine, est-ce que c'est important de voir le patient comme cette journée-là? Cette journée-là ou autour de cette journée-là, je peux dire, ça peut être la veille ou le lendemain. Là, c'est pas... Oui, parce que si le patient, par exemple, il y a des situations la semaine prochaine que il y avait une situation, entre autres, il y avait une question d'examen. Le patient se plaignait que le son de la prothèse monte, mais je n'y touche pas. Pourquoi ça monte tout seul? C'est l'adaptation automatique. Évidemment, le patient, il pourrait dire, tu montes toujours, mon volume monte, mais je suis toujours obligé de le baisser, mais là, je trouve ça toujours trop fort. Oui, c'est important parce que ça se peut que même avec l'adaptation automatique, fasse que ça devienne trop fort et qu'il ne faudrait pas le mettre à 100%. Donc, il ne faudrait pas le revoir beaucoup trop loin après l'adaptation, mais je te dirais autour du moment où l'adaptation est terminée, oui, il faudrait le voir à ce moment-là. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions? Moi, j'en ai une pour vous autres. Pour ceux qui n'avaient pas eu accès à Form, je sais que Cassandra m'a écrit tantôt
Est-ce que pour ceux qui ne l'avaient pas fait, est-ce que vous avez été voir si vous y aviez accès? Camille, tu y as été, est-ce que tu y avais accès? Oui. À part de ça, qui? Je me semble Arnaud, j'ai pas Arnaud, Théo, j'ai vu ta tête bouger, ou tu l'avais fait ou non? Je vais essayer ça live. OK. Moi, je l'avais déjà fait normalement. C'est ça pour savoir, parce que Cassandra, tu me dis que tu n'y avais pas accès, mais parce que je vais vouloir essayer de voir différentes choses avec toi. Là, Ben, ils disent que mon adresse n'est pas valide. ton adresse n'est pas valide. Mon adresse courriel. Ton adresse Quand tu mets courriel. le L 180 quelque chose, là, Cassie, avec le A commercial Cégep Lapocatière. Moi, je ne savais pas que j'avais un courriel de même. Là. Mais Oui, quand vous êtes entré en première année, vous créez un courriel, effectivement, qui s'appelle L minuscule avec un paquet de chiffres à cégeplapocatière.qc.ca. Je vais l'essayer. OK. C'est bon pour moi. C'est bon? Ton mot de passe, c'est ton mot de passe que tu utilises pour rentrer dans les ordinateurs. OK. On a l'impression que tu faisais du scratch avec une table tournante, Fawzi. Là. Ça ressemblait plus à ça. Là. Ah non, je caressais ma tablette. Tu voulais montrer tes talents de DJ. Là, c'était... Non, c'est ça. C'est l'adresse courriel à cégeplapocatière.qc.ca. C'est pour ça, quand je vous avais demandé vos adresses courriel au départ, je pensais que j'en aurais besoin, mais ce n'est pas le cas. En passant, je les ai déjà flushés de mon ordinateur, fait que je ne peux pas vous rejoindre sur vos courriels perso. Vous ne recevez pas de mailing list de ma part ou de trucs bizarres. Là. Vous n'allez que recevoir ça de la part du cégep. Comme ça, on sait que... Est-ce que ça fonctionne, Cassandra? Oui? On me demande un mot de passe, je vais voir si je trouve c'est quoi mon mot de passe. Là, ce bout-là, c'est lui pour te connecter à ta session. C'est le même qu'au cégep. Quand tu te branches sur les ordi au cégep, c'est le même. Juste vous faire mention, si jamais vous avez ce type de difficulté-là avec vos ordis, dans les ressources, il y a qui fait quoi. Donc, vous avez la ressource pour rejoindre les services informatiques au cégep, même si ce n'est pas les ordinateurs du cégep. Ils peuvent vous dépanner. Donc, vous avez les adresses courriels des différentes personnes et les numéros de téléphone. N'hésitez pas à les appeler ou à les contacter. Donc, dans les ressources, il y a qui fait quoi. C'est sûr, vous pouvez toujours m'écrire, mais mes connaissances informatiques sont correctes. Je suis capable de brancher mon ordi, j'ai la switch on-off, puis j'ai Google Chrome, ça va. Mais pour le reste, pour se brancher, ces trucs-là, souvent, soit avec les collègues de la classe ou directement avec le service informatique, ils sont quand même très conciliants par rapport à ça parce qu'ils savent qu'on est tous à distance et qu'on peut avoir certaines difficultés. Ça va pour ça? Donc, pour ceux qui n'avaient pas complété le truc sur forme, faites-le. C'est intéressant. On pourra en discuter la semaine prochaine. Donc, ça va prendre cette forme-là, c'est le cas de dire, forme d'examen. Pour le logiciel, pour la procédure complète au niveau des mesures in vivo, est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce qu'il y avait des problèmes? Est-ce que vous avez des questions sur le travail long, travail dirigé? Oui, Catherine? T'en as parlé un peu ce matin, mais j'ai encore de la misère à comprendre ce que tu veux, surtout savoir puis savoir-faire. Tu sais, tu as dit que tu voulais pas d'étapes, tu voulais pas, tu sais, qu'on dise c'est quoi qu'il faut faire ou c'est quoi ça comprend. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Mettons, là, j'ai le guide avec moi, là. Mettons dans le savoir, je prends n'importe quel, là. Mettons, connais les principes d'acoustique liés à l'audioprothèse. Fait que, mettons, je pourrais choisir ça en lien avec quelque chose de pertinent, puis dire ça, je suis à l'aise ou pas, pourquoi, puis tout ça. C'est ça que tu veux? Ou... Oui, exact. Okay. Ça se peut que tu n'aies pas besoin de répondre à tous les éléments parce que vous ne les avez pas tous vus. Votre formation n'est pas terminée. Mais jusqu'à maintenant, avec le parcours que vous avez fait durant vos 2 premières années, par rapport au savoir, savoir-faire et savoir-être, ce que vous avez vu, avec quoi vous êtes à l'aise et sur quoi vous devriez mettre plus d'efforts pour remplir ce profil-là de l'étudiant quand vous allez arriver à la fin de votre formation. Je sais qu'il y a des choses que vous n'aurez pas complété la tâche de travail au complet en audioprothèse, vous ne l'avez pas vu au complet, fait que vous ne pouvez pas le faire. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à aide auditive 4, atelier d'intégration, audiométrie, tout ce que vous avez vu, mais surtout en lien avec le cours d'aide auditive 4, pensée prothèse auditive. Vous pouvez me dire qu'en psychologie, vous n'avez pas vu telle chose, c'est très bien, c'est pas ça va étayer votre propos.
Mais c'est surtout penser que c'est dans le cours d'aide auditive 4. Donc, aide auditive 4 qui s'appelle ajustement. Vous avez vu aide auditive 3, 2 et 1. Donc, vous avez vu les ajustements, les logiciels. C'est pour ça que je vous donnais des pistes au niveau quand il faut jouer avec Noah, jouer avec les logiciels des manufacturiers que vous avez vus jusqu'à maintenant. Je ne vous demanderai pas Bernafon et tout ça, mais ceux que vous avez, la facilité que vous avez pour faire les mesures RECD, pour faire vos prises d'impression, faire les mesures NC. Avez-vous l'impression que vous avez acquis la connaissance, le savoir et le savoir-faire nécessaires pour pouvoir poursuivre? Vous allez devoir mettre certains efforts dans certains aspects à ce niveau-là. OK. Fait que, mettons, pour le savoir-faire, si on ne parle pas de toutes les étapes, tu ne considéreras pas qu'on ne les connaît pas. C'est plus, nous, une réflexion par rapport à où ce qu'on a. C'est ça. C'est une réflexion et qui vous permet de vous positionner sur ce que je sais, ce que je maîtrise bien et ce que je ne maîtrise pas bien. Bon, vous devez, à mon avis, vous devez vous attarder beaucoup plus à ce que vous maîtrisez moins bien, ce qui va vous donner un guide dans la poursuite de vos études, dans l'année qui reste d'école à avoir pour pouvoir sortir comme audioprothésiste dans 1 an exactement, dans 360 jours et quelques, là, un peu plus. Là. Je veux dire, au mois de mai 21, vous allez devenir audioprothésiste. Là. Début juin 21, vous êtes audio. C'est pas dans 1 an, ça va assez vite. Oui, il reste un bout qu'il n'y peut plus, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait. Puis honnêtement, on demande ça parce que je ne peux pas vous donner d'examen, il n'y a pas de rapport de stage, il n'y a pas de rapport d'appareillage, il n'y a pas des trucs techniques que vous pouvez pas faire, on n'a pas accès au cégep. Okay. C'est pour ça que je vous demande ce type de réflexion-là. Ce qui va nous aiguiller comme prof aussi en même temps, lorsqu'on va rentrer à la prochaine session, je vous dirais que ce n'est pas gratuit ce que vous allez faire, c'est que si d'emblée tout le monde nous dit que la mesure NC, on est à chier tout le monde, bien, on va peut-être vous faire pratiquer un petit peu plus, on va peut-être intégrer dans nos notes d'enseignement certaines affaires, vous avez un petit peu plus de difficultés. Et si des étudiants dénotent des difficultés plus spécifiques, bien évidemment, en département, on va partager de l'information, puis on va dire, on va quand même vous épauler puis vous appuyer là-dessus pour vous guider et vous amener vers le stage qui est en janvier 21. Donc, c'est pour nous aussi savoir où on doit mettre nos efforts avec, 1, tous les étudiants et 2, individuellement. Ce qui va nous permettre de vous épauler le mieux possible. C'est le but du travail, finalement. En plus d'avoir des points pour la session, mais aussi de pouvoir vous aider le plus possible. Oui, Jean-François? Dans le fond, c'est quoi que vous évaluez dans le travail? Je comprends pas. Ça ressemble plus à une évaluation de cours qu'un... C'est pas une évaluation de cours et c'est très bien dit au début. Vous ne devez pas évaluer ni le programme, ni le cours, ni ce que c'est. C'est vous. Vous n'évaluez pas le cours, c'est vous. Comment vous vous positionnez par rapport au savoir que vous avez acquis, au savoir-faire que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une évaluation du cours, du programme, c'est une auto-évaluation, finalement, c'est une réflexion personnelle où vous êtes rendu dans le programme et ce que vous maîtrisez correctement puis ce que vous ne maîtrisez pas correctement. Des évaluations de cours, vous allez en avoir, ça, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir nous blaster comme vous voulez, puis c'est anonyme en plus, vous allez pouvoir vous faire plaisir comme vous le sentez. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Toi, Jean-François, moi, je ne te comparerai pas, toi, Jean-François, avec Myriam, avec Camille, avec Arnaud, avec Mélodie. C'est toi, personnellement, comment tu t'évalues. C'est plus ça, c'est comme une auto-évaluation. C'est pas lisez-le comme il faut, regardez dans le savoir, dans les guides des compétences, puis c'est sûr que je ne vous donnerai pas une feuille de dire vous devez écrire telle chose, telle chose, telle chose. C'est une réflexion personnelle. Ça va? C'est pour le 18? Pardon, Cassandra? C'est pour le 18? Ah, j'ai mis 18 ou 22. Ah, 18, c'est l'examen. Ouais, ça doit être ça, parce que c'est le 22 à 4 heures, je pense, le maximum pour le remettre, cet examen-là. Puis je vais le corriger probablement dans la foulée du week-end pour donner les résultats. Là. La session se termine le 22, fait que je vous donne jusqu'au 22 pour le remettre. 22, 16 heures. Puis l'examen, c'est le 18. Je n'ai pas déterminé l'heure encore, là, je vais voir. Théoriquement, je ne pense pas qu'il y avait personne qui avait d'autres cours. Le lundi, on était quand même 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Je ne pense pas qu'il y avait personne qui avait d'autres cours. Fait que je ne pense pas vous mettre ça à 8 heures le matin. Là. Je pense qu'on va peut-être se donner ça dans l'après-midi pour que vous ayez tous le temps de vous décoller les yeux et que vous soyez d'aplomb pour faire l'examen. On n'est pas obligé de faire ça le matin très tôt.
Fait que c'est pas. On va le faire plutôt comme ça. Puis le travail, ça va vous donner comme le reste de la semaine. Je sais que vous allez avoir d'autres examens, mais en vous le donnant le maximum, ça vous donnera le temps de planifier vos choses là, pour que vous soyez le plus efficace possible, là, pour vous mettre ça trop tôt. C'est pour ça que je l'ai mis le 22, qui est la dernière journée de classe, finalement. De classe. Dernière journée d'école, disons ça comme ça. Notre classe, ça n'existe pas comme concept, là, probablement jusqu'en septembre. Évidemment, si vous avez des questions de façon spécifique, vous n'hésitez pas. Messenger fonctionne, Colnet fonctionne, mon courriel fonctionne également. Il ne faut pas vous gêner. Sinon, nous, on se revoit à 9h30 la semaine prochaine, à moins que vous ayez des questions présentement. Megan, tu resteras en ligne. On essaiera de voir comment on peut se parler. Sinon, on le fera par Messenger. Moi, j'ai une question. Oui. C'est par rapport à ce qu'on a vu ce matin, c'est juste pour être sûr. Quand on parle derrière le patient, c'est peu importe si c'est voix faible, conversationnelle ou forte, ou c'est juste... Normalement, ça serait voix conversationnelle, mais pour vérifier l'équilibre. S'il nous entend bien, gauche-droite. On peut faire voix faible et voix forte derrière aussi. Moi, je le fais derrière le patient là, parce que j'ai ma routine avec les patients, mais on pourrait faire que l'équilibrage de la parole. M'entendez-vous bien, gauche-droite? On va le faire devant pour des patients qui auraient, par exemple, un IMDS faible. Donc, ils ont besoin du support labial pour pouvoir bien comprendre ce qu'on leur dit. Et pour équilibrer la parole, on va le faire derrière, justement pour éviter qu'ils disent « Ah oui, j'ai bien compris la parole, donc c'est assez fort », pour éviter ce support visuel-là qui va venir comme induire une erreur au patient en disant « Il a compris parce qu'il a lu sur les lèvres, mais il ne répond pas correctement à la question parce que ce n'est pas sa sensation qu'on vérifie, c'est sa perception de la parole. » D'autres questions? Ça va? Aujourd'hui, Moi, j'aurais une question, mais c'est par rapport à autre chose. Est-ce que c'est possible de passer avant Megan ou je te contacte par Colnet? Ben, c'est comme tu veux. Ok, ben ce sera après alors. C'est bon, il n'y a pas de trouble. Et la queue, Naïma. Okay. J'ai pas compris ce que tu as dit, Fauzi. J'ai dit à Naïma de faire la queue. Faire la file. Ouais. Prends un numéro, Naïma. Non, je devrais faire ça. Prendre un numéro. Hop. D'autres questions? Aujourd'hui, je savais que ce n'était pas pour être super long. Bernafon n'est pas très complexe en soi. Vous allez voir, Sonic, on va passer quand même relativement vite la semaine prochaine. Oui, Frédéric? Est-ce qu'on va repasser au-dessus du formatif quand tout le monde va l'avoir fait genre la semaine prochaine ou Oui. on ne retournera pas dessus? Oui, on va y retourner. OK, c'est bon. Mais le formatif, en fin de compte, ce n'est pas tant les bonnes réponses que vous pourriez donner. Ce n'est pas tant ça. C'était surtout un pratique pour voir la forme. On pourra le regarder, Frédéric, ce n'est pas un problème. Oui, ben c'est ça. Ben, parce que j'ai écrit des choses, mais ça serait fun de savoir si c'était bon mon raisonnement de. OK. Bon, mais il y avait des questions pour lesquelles vous n'aviez peut-être pas toutes les. Mais au moins, on pourrait le faire. Je ne sais pas, on pourrait le faire sans problème. Je sais pas, ça me fera plaisir de le faire. Patrice? Oui, Fauzi? Quand sur la plateforme, quand on met pas de réponse, ben avant d'envoyer, il nous alerte que il manque des réponses. Réponse, mais si on ne connaît pas la réponse pendant l'examen, est-ce qu'on peut écrire genre je sais pas ou. Je sais pas, tu marques tu marques une lettre, tu marques peu importe. Il attend, il faut pas laisser, tu peux pas laisser de case vide. D'habitude, ça ne te gêne pas pour mettre des conneries? Oui, ben effectivement, c'est ce que je pensais moi aussi, Théo, mais j'ai pas osé le dire. Merci de l'avoir dit. Plus que Fauzi écrit, plus qu'il va perdre des points pour les fautes, fait qu'il est mieux de se limiter à 1. Il y a plus de français! Vous marquez A. Non, mais c'est pour ça, en fin de compte, c'est, oui, peut-être pour éviter de marquer des conneries, déjà au départ, peut-être, mais c'est surtout pour pas que, si vous saviez la réponse, mais que vous avez envoyé le questionnaire trop vite, alors là, vous avez une question, c'est pour ça. C'est pour éviter que vous passez par-dessus, vous revenez, on fait ça souvent, on lit un texte, je vais répondre tantôt. C'est pour éviter d'envoyer des cases vides. C'est pour ça que j'ai mis une obligation de répondre à la question. Oui, Jean-François? Dans les choix de réponses multiples, si on ne connaît pas toutes les réponses, mais il faut compléter pour être capable d'envoyer, est-ce qu'on perd des points pour les mauvaises réponses? Là, de la façon que le questionnaire est bâti,
Oui, si vous oubliez des réponses, tout dépendant Parce comment. que je veux Ouais, dire, c'est que si tu, mettons, Daniel, la réponse c'est ABC, mais tu réponds ABE, par exemple. Là. ouais, est-ce qu'on a 2 points ou juste 1 point parce qu'on Non, a tu aurais, fait une erreur, fait que ça. t'aurais 2 points. C'est Ah, l'équivalent que si tu avais parfait. répondu juste AB, par exemple. Non, il n'y a pas de correction négative. OK. Ça, Parce c'est que, avec choix multiple, par exemple, moi, je dirais la bonne réponse serait ABC. Ben, si tu as répondu juste AB ou juste A, par exemple, ben, tu aurais juste 1 point sur les 3. Si tu aurais répondu A, E, mettons ADE, ben, tu aurais 1 point. Tu n'aurais pas -1, par exemple. c'est juste pour être sûr, parce que dans mes souvenirs avec Daniel, si on essayait des trucs au hasard dans les choix de réponse, qu'on avait des erreurs, on perdait 1 point dessus. Oui, mais Daniel est sévère, c'est pas pareil. Fait que là, je me disais, en étant obligé de compléter les réponses pour pouvoir envoyer le formulaire, ben ça se peut qu'on se tire dans le pied, mais. Non, c'est pas. Non, d'habitude, dans les examens, j'enlevais pas de réponse, j'enlevais pas de points pour une mauvaise réponse. T'sais, mettons, c'était ABC puis tu répondais A, D, E, ben, je te donnais 1 point. Je t'enlevais pas 2 points, là, par exemple. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis cool. Non, n'importe quoi. Mais non, c'est pas ma façon de corriger. Je sais que Jessie, je ne sais pas, tu avais mis un pouce, mais c'était-tu pour mettre la main parce que tu avais une question ou c'était juste que tout était beau et tu avais compris? Non, c'était pour appuyer Fred pour Pour passer la voir parole. le formatif la semaine prochaine puis les réponses que vous avez données? Oui, ça serait cool. Good, oui, on va faire ça, pas de problème. On va s'amuser. Outre ça, est-ce qu'il y a autre chose? Non? C'est bon. Fait que Naïma reste en ligne, Mégane aussi, mais Mégane, si on a des problèmes de microphone, je te dirais qu'on se contacte via Messenger. Ça risque peut-être d'être plus simple. Pour les autres, on se voit la semaine prochaine, 9h30, si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, bien, ça va être 9h30 pareil. Fait que vous n'avez pas le choix. Fait que je vous souhaite un bon après-midi, puis sinon, on se voit. Vous avez des questions, vous m'écrivez. Sinon, on se voit lundi prochain, 9h30. Ça va? Good. Salut! Fait que Naïma, Mégane, restez en ligne. J'ai une question rapide. Oui, vas-y, Cassandra. Prends ton ticket. Non, mais c'est avant toi parce que c'est rapide. Ça fait sur mes dents. Bon, bref. Fauzi, est-ce que tu avais déjà parlé pour la réunion ou pas? C'est-à-dire? Ben, si jamais on peut rentrer. Non. Ben, ça. Ben, On la demande tout de suite? oui. Ben, en fait, c'est parce qu'on essaye de voir si jamais on peut être rapatrié, mais je ne sais pas si ça va être possible. Mais c'était juste pour comme prévenir si jamais c'était possible. C'est une question que tu me poses, Cassandra, ou je suis Ben, un en peu fait, c'est embêté? plus une information, un truc, parce que. OK. En fait, Vas-y, parce que dans ma tête, c'est pas clair. Là. Je voudrais essayer de répondre ou en tout cas essayer de dire que je ne suis pas capable de répondre. On a eu une information. En fait, il y a eu un arrêté ministériel qui faisait rapatrier tous les étudiants réunionnais vers la Réunion. Oui. Et en fait, dans le formulaire qu'on doit remplir, on doit indiquer si on est au courant de la fin de la session et est-ce que c'est possible pour nous de rentrer même en cours de session. Et donc, on aimerait savoir si, par rapport à nous, c'est possible. Écoute, la meilleure... Je n'ai pas de réponse. Je vais la chercher, la réponse. Meilleure chose, Fauzi ou Cassie, écrivez-moi un courriel sur Colnet. Moi, je vais transférer ça à Daniel, puis je vais être en mesure de vous répondre. Ou vous pouvez écrire directement à Daniel, qui, lui, s'enverra. Parce qu'il faut trouver quelle ressource pour être capable de nous répondre. Je ne vous donnerai pas de réponse là parce que je n'ai pas la réponse. Mais je veux la trouver, par contre. Je vais essayer de vous la Mais parce qu'en donner. fait, on doit remplir un formulaire. Est-ce qu'on remplit quand même notre formulaire, comme quoi on se met sur la liste, ou... Mais je pose une question, mais je n'ai pas la réponse, là, mais c'est, par exemple, vous êtes rapatrié. Est-ce qu'à partir de l'île de la Réunion, vous seriez capable de suivre les cours asynchrone et de faire l'examen quand même?
Internet, es-tu rendu à l'île de la Réunion? J'imagine Oui. que oui. Là, je vous agace, j'ai jamais été. Ça a l'air très beau, mais j'ai jamais été. Là. C'est pas. Je vous agace, là, mais c'est pas. Donc, à la rigueur, vous seriez capable, même si vous n'êtes pas présent au moment, parce qu'il y a quand même un décalage horaire, on s'entend, non? Qui est quoi? Le décalage horaire est quoi? De 7-8 heures? En 6, ce 7 moment, heures? c'est 8. 8 Pardon? heures. 8 heures. 8 heures? C'est sûr que le cours il est 8 heures plus tard. Donc, le cours de 9h30 le matin, évidemment, ça vous place à 17 heures. Ça, c'est pas mal. Mais le cours de 14 heures plus 8 vous donne quand même 22. Bon, 22, le monde normal ne dort pas à 22 heures. Hein. C'est mieux l'école le soir en plus. Pardon? C'est mieux l'école le soir. Pourquoi? Mon cerveau, il est plus concentré. OK, c'est bon. Mais c'est ça, mais je peux très. Moi, je pense que la session finit le 22 mai. Ça, c'est officiel. La session finit le 22. Si vous retournez à l'île de la Réunion, bien, on trouvera les moyens pour que vous puissiez la terminer, la session, que ce soit en suivant les cours asynchrones. On pourra se donner des rendez-vous où on est capable de se rejoindre à des heures qui sont un peu plus normales et on pourra, les examens, ça sera la même chose en tenant compte du décalage horaire. On pourra faire on peut le faire à distance, même si vous êtes rentré à la maison. Ça se fait, ce n'est pas un problème. Vous ne seriez pas obligé de faire, par exemple, les examens avant de partir si jamais vous partez. Mais on se tient au courant, comme je disais, Internet fonctionne, les courriels fonctionnent, puis on serait capable de le faire sans difficulté. Puis en tenant compte du décalage horaire, ben, on se dit, ben là, ici, il est telle heure, chez vous, il est telle heure, bon, OK, on est mieux de se voir vers telle heure, puis on peut le faire, je peux le faire en 2 sections, puis ça se fait bien. Il y a pas de, moi, ça ne me gêne pas. Merci. Ça fait plaisir. Et c'était tout, merci. Ça fait plaisir. Salut! Salut, Fauzi. C'est un chat en fond? Pardon? Est-ce que c'est le bruit d'un chat depuis tout à l'heure? J'entends Oui, c'est mon chat qui gratte Ok. après la porte et il veut rentrer, mais je ne le laisse pas rentrer. Mais c'est parce que s'il vient, vous allez le voir passer. C'est pas très pertinent. Mégane, je pense que... Attends un petit peu, Mégane, je vais juste... attends un peu, Naïma, je vais juste... Est-ce que c'est pas ça que je veux? Donne-moi une seconde, oui. Ce qui va être tannant un peu. Je vais juste ouvrir le chat, Mégane. Je pense qu'on va faire, Mégane, ça va être de se parler sur... je n'ai pas visé pour nous. Je reviens, c'est bon. Mégane, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'appeler sur Messenger. Regardez, c'est à ça qui ressemble mon chat. On va se parler sur Messenger. Si tu peux, je sais que tu m'as écrit un message hier, fait qu'on pourrait se parler, puis ça va être plus facile pour répondre à tes questions parce que ta question était quand même plus grande. Si ça te convient, juste à me répondre oui, Mégane, puis on se parlera sur Messenger dans quelques minutes. Ça te convient? Parfait. Fait que on peut se parler dans quelques minutes, Mégane, puis je vais répondre à tes questions parce que tu as plusieurs questions, fait que ça va être plus simple de faire ça live. C'est bon? Good! Fait qu'on se parle dans quelques minutes. Donc moi, c'était par rapport à l'abaissement fréquentiel. Oui. Pardon. Donc, quand on active l'abaissement fréquentiel, c'est que quand le patient il nous rapporte qu'il n'entend pas que les sons, enfin que les... Non, ça? Non, pas du tout. L'abaissement fréquentiel, quand tu fais toutes tes mesures, tu vas faire ta mesure, tu ajustes aux cibles avant de faire ton ajustement aux sensations. Ah, c'est parce qu'il est tannant. Avant de faire ton ajustement aux sensations, là, tu vas lancer le signal S pour voir s'il est perçu. Et s'il n'est pas perçu, c'est là que tu vas enclencher ton abaissement fréquentiel. Le patient va se plaindre si ton abaissement fréquentiel est trop important, et là, il va rapporter de la distorsion. Donc là, tu ne l'enclencherais pas. Mais le patient ne se plaindra pas qu'il n'entendra pas de S ou des choses comme ça. OK. Il est tannant. Il n'y a pas de souci, j'ai un chat aussi, je comprends. Tiens, donne le cours, Newton. Oh. Et donc, c'est le moment où tu vas enclencher l'abaissement fréquentiel, c'est si le S
n'est pas perçu, mais lorsque tu as fait l'ajustement aux cibles. Et s'il n'est pas perçu, c'est là que tu vas faire ton ajustement pour qu'il devienne perçu. Et si jamais le patient se plaint de distorsion et que le S est entendu, tu ne l'enclencheras pas, l'abaissement fréquentiel, parce que le patient va se plaindre et ça ne sera pas pertinent de l'utiliser. On va l'utiliser beaucoup chez des nouveaux patients, chez des anciens porteurs. On va l'utiliser parce qu'on peut leur redonner certaines consonances, certains phonèmes. Mais sinon, souvent, sur les anciens porteurs, on ne l'utilisera pas parce qu'ils vont trouver très, très rapidement que ça distorsionne. OK. Et si ça distorsionne, on ne l'enclenchera pas. Mais dans la séquence, je fais mon ajustement aux cibles, je suis sur mes cibles, j'ai un soupçon que le S n'est pas entendu parce que mes cibles en basse fréquence sont en bas des seuils d'audition. Là, je lance un signal S pour savoir s'il est entendu ou non. Et ça va arriver dans certains cas, je lance un signal S s'il n'est pas entendu. Là, je fais les ajustements au niveau de l'abaissement fréquentiel et c'est jamais entendu. Fait que je ne l'enclenche pas de toute façon. Si je n'arrive pas à toucher au seuil d'audition avec le S, ça ne me donne rien. Je n'enclencherai pas une fonctionnalité qui va prendre un peu plus de piles dans la prothèse, alors que ce n'est pas pertinent. Ça va? Oui, et aussi, pour être sûr, l'abaissement fréquentiel, il faut l'activer quand on fait de l'ajustement ou vous le désactivez? Ben, ça dépend comment ton logiciel est fait. Personnellement, moi, c'est toujours désactivé. Mm-hmm. Mais il faut moi, on fait de l'ajustement aux cibles avant l'abaissement fréquentiel. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire l'ajustement que l'abaissement fréquentiel est enclenché, ça fausse les résultats. Tu n'auras pas de gain en haute fréquence ou tu en auras très peu. Donc, il faut qu'elle soit non active au moment où on fait l'ajustement. Okay. On va l'activer après. OK. C'est bon? Merci. Good, ça me fait plaisir. Salut, bonne semaine. Salut. À la semaine prochaine. Oh, t'es une grosse moumoune.